Presque tout ce que l'on vous a appris sur la Lune est soit incomplet, soit faux. Et une seule photographie prise par la fenêtre d'un vaisseau spatial appelé Intégrité vient de rendre cela impossible à ignorer. Pendant 53 ans, nous avons pensé comprendre notre voisin le plus proche. Nous avions les échantillons d'Apollo, des fragments de roches scellés dans de l'azote depuis l'administration Nixon. Nous avions les cartes, les altimètres laser, les relevés de gravité, le visage cratérisé que nous avons tous observé depuis notre enfance. Le consensus était clair. La Lune est un rocher mort, une histoire terminée, une pièce de musée dans le ciel. Ce consensus est en train de se fissurer. Et les photographies qui sont revenues d'Artemis II, la première mission autour de la Lune depuis Apollo 17, ont élargi cette fissure. Voici l'histoire de ce que ces 4 astronautes ont réellement vu, pourquoi cela compte bien plus que ce que la couverture médiatique a suggéré, et pourquoi presque tout ce que vous pensiez savoir sur la Lune pourrait devoir être réécrit. Commençons par ce qu'Artemis II était censé être sur le papier, un vol d'essai. 4 astronautes, Reed Wiseman en tant que commandant, Victor Glover en tant que pilote, Christina Koch et l'astronaute de l'agence spatiale canadienne Jeremy Hansen en tant que spécialiste de la mission, attachés dans la capsule Orion qu'ils avaient surnommée Intégrité. Leur mission était simple, décoller avec la fusée Space Launch System depuis le centre spatial Kennedy le 1er avril, suivre une trajectoire de retour libre autour de la face éloignée de la Lune. Ne pas orbiter, ne pas atterrir, tester le système de survie, le bouclier thermique, les communications, le profil de rentrée. Rentrer chez eux 10 jours plus tard. Mais l'équipage avait quelque chose qu'Apollo n'a jamais eu. Des caméras modernes, des capteurs à large plage dynamiques capables de capturer des détails dans de profondes ombres que le film en 1972 ne pouvait simplement pas résoudre. Des appareils portables avec des objectifs de 400 mm. Et lorsque l'Intégrité a tourné derrière la Lune le 6 avril, l'équipage a fait ce que n'importe quel humain ferait avec cette vue à l'extérieur de leur fenêtre. Ils ont pointé les caméras et ont continué à photographier pendant 7 heures, travaillant par équipe. Ils ont pris environ 10 000 photographies. Le rapprochement le plus proche s'est fait à 4,67 miles de la surface lunaire. Et à la distance maximale, ils ont atteint 252 756 miles de la Terre, battant le record d'Apollo 13 pour le plus loin que des humains aient jamais voyagé loin de chez eux. Pendant le survol, l'Intégrité est passée dans l'ombre de la Terre et l'équipage a été témoin d'une éclipse solaire totale depuis l'espace profond, durant près de 54 minutes de totalité, quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu auparavant. Ils ont également observé les faibles éclats de 6 impacts de météoroïdes frappant la surface lunaire, visibles uniquement parce qu'ils regardaient le côté obscur sans éblouissement du Soleil. Tout cela aurait été historique en soi. Aucun de ces événements n'est la raison pour laquelle cette mission est scientifiquement importante. La raison se trouve du côté éloigné. Si vous flottiez aux côtés de l'Intégrité à ce moment-là, regardant vers le bas alors que la Lune se déplaçait sous vous, vous auriez vu quelque chose que presque personne dans l'histoire humaine n'a jamais vu de ses propres yeux. L'ensemble du côté éloigné éclairé par un angle de soleil qu'aucun télescope basé sur Terre ne peut jamais capturer défilant sous votre fenêtre. Fortement cratérisé, accidenté, ancien, complètement différent du visage que vous avez regardé en grandissant. Pendant 40 minutes du survol, l'Intégrité était derrière la Lune sans communication directe avec la Terre. Coupure radio. Les 4 êtres humains les plus isolés de l'histoire. Personne sur Terre ne pouvait les entendre, les conseiller ou les aider. Pendant ces minutes, le commandant Reed Wiseman a plus tard décrit l'expérience comme une déformation de l'esprit. Pas assis à l'intérieur d'une capsule, a-t-il dit, mais transporté, complètement coupé, regardant la Terre comme un petit croissant bleu disparaissant derrière l'horizon lunaire. Ce moment, cette photographie spécifique que l'équipage a appelée Earthsat, est déjà l'une des images les plus importantes de l'histoire de l'exploration spatiale humaine. Apollo 8 nous a offert Earthrise en 1968, l'icône de la marbre bleue se levant au-dessus d'un premier plan gris. Artemis 2 nous a donné l'opposé, la maison disparaissant de la vue, rétrécissant dans la distance. Et lorsque la Terre a disparu, ce qui restait était le visage de la Lune que personne sur notre planète ne peut jamais voir directement. Cette différence est le véritable mystère. Du côté que nous pouvons voir depuis la Terre, le côté proche, il existe d'énormes plaines sombres appelées marées. Un terrain lisse, plat et relativement jeune, où le basalte en fusion a remonté d'en bas et a rempli d'énormes bassins d'impact il y a des milliards d'années. Les taches sombres qui ont formé le visage que nous avons appelé l'homme dans la Lune pendant des siècles, elles couvrent environ 31% du côté proche. Du côté éloigné, elles ne couvrent qu'environ 2%.
presque rien. Au lieu de cela, le côté éloigné est un désordre chaotique de cratères superposés, de terrains plus anciens, de croûtes plus épaisses et de bassins qui n'ont jamais été resurfacés par le volcanisme de la manière dont le côté proche l'a été. Personne ne sait pourquoi. Cela s'appelle la dichotomie lunaire, et c'est l'un des problèmes non résolus les plus anciens en sciences planétaires. Deux hémisphères du même corps formés à partir du même matériau au même moment ont fini par ressembler à des mondes complètement différents. La croûte du côté éloigné est en moyenne d'environ 20 km plus épaisse que celle du côté proche. La chimie est différente. L'histoire volcanique est différente. Et chaque théorie que nous avons sur les raisons pour lesquelles cela s'est produit est au mieux incomplète. Les scientifiques ont proposé des hypothèses sur ce problème depuis 60 ans. La première idée sérieuse était la simple épaisseur de la croûte. Une croûte plus mince du côté proche signifiait que le magma pouvait plus facilement percer et inonder la surface. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Puis le bassin d'Atkins au pôle sud du côté éloigné a été correctement cartographié et cela a contredit la théorie. Ce bassin a la croûte la plus mince de toute la Lune. Selon la théorie de la croûte, il devrait être noyé dans la lave. Ce n'est pas le cas. Seulement quelques pourcents de son sol est couvert de basalte. La théorie suivante impliquait une famille d'éléments appelés éléments rares. Le potassium, les éléments de terre rares et le phosphore. Sur Terre, ces éléments sont éparpillés. Sur la Lune, ils sont fortement concentrés du côté proche, en particulier dans une région appelée le terrain de Procellarum. Les éléments rares sont également radioactifs. Les éléments radioactifs se désintègrent et produisent de la chaleur. Plus de chaleur, plus de fusion, plus de volcanisme. Les cartes géochimiques de la mission de prospection lunaire ont confirmé le déséquilibre entre le proche et le lointain. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi le glissement était présent en premier lieu. Puis est venue l'hypothèse de l'impact. Peut-être qu'une seconde lune plus petite s'est formée en même temps que la nôtre a percuté le côté éloigné et a accumulé une croûte supplémentaire. Peut-être qu'une collision géante sur le côté proche a creusé un méga-bassin et a poussé le matériau glissant sur un côté. Des simulations informatiques de l'Université Brown, de l'Université de Münster et de l'Université de sciences et technologies de Macao ont montré qu'un impact à basse vitesse, avec un objet d'environ 780 km, pouvait reproduire la dichotomie crustale que nous observons réellement. Les modèles fonctionnent. Ce dont nous ne disposons pas, c'est de la preuve irréfutable. Et puis, en 2024 et 2025, la Chine a livré quelque chose que personne d'autre n'avait. Des roches physiques du côté lointain. Chang'e 6 a atterri en juin 2024 à l'intérieur du bassin d'Atkins au pôle sud, a recueilli près de 2 kg de matériaux lunaires et les a ramenés sur Terre. C'était la première mission de retour d'échantillons du côté éloigné de l'histoire. Les chercheurs chinois ont immédiatement commencé à réaliser des analyses isotopiques sur ces échantillons, les comparant aux roches d'Apollo, et les résultats étaient véritablement surprenants. Les signatures isotopiques de potassium sur le côté lointain étaient différentes. Le soufre était différent. Le fer était différent. Les chiffres suggéraient que l'impact ayant créé le bassin d'Atkins au pôle sud était plus énergique que nous le pensions. Qu'il avait altéré le manteau en dessous du côté lointain, de manière qui ne s'était pas produite du côté proche. Et que la dichotomie lunaire est probablement une conséquence directe de cet événement ancien unique. Les images d'Artemis II sont maintenant intégrées à cette analyse. Pas parce qu'une seule photographie a résolu le problème, mais parce que, pour la première fois en plus de 5 décennies, nous avons une observation humaine directe de ce terrain, croisée avec des données orbitales modernes provenant de missions telles que l'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA, la mission Selene du Japon, les sondes Chandrayaan de l'Inde et le programme Chang de la Chine. 10 000 images capturées sous des angles et dans des conditions d'éclairage que aucune mission robotique n'a jamais produites. L'une des premières photos publiées montre le cratère Vavilov se trouvant sur le bord de l'ancien et plus grand bassin Herzrung côté lointain. Elle a été prise avec un appareil photo à main de 400 mm. Les longues ombres le long du Terminator, la frontière où le jour lunaire rencontre la nuit lunaire, accentuent les parois du cratère et les motifs d'éjection d'une manière que les images orbitales prises directement au-dessus ne peuvent pas. Les géologues qui ont étudié cette région pendant des décennies à travers les données des orbiteurs voient maintenant le même terrain dans la plage dynamique de l'œil humain, avec une géométrie d'ombre qui révèle la profondeur, la structure et les couches. Voici où l'histoire prend un tournant. Au cours des 15 dernières années, des preuves s'accumulent indiquant que la Lune est plus humide, plus active et plus étrange que quiconque ne l'aurait pensé. Chandrayaan 1, la première mission lunaire de l'Inde,
a détecté des signatures d'hydroxyde à la surface en 2009. L'impacteur LC-ROSS, l'expérience de cratérisation délibérée de la NASA cette même année, a confirmé la glace d'eau dans le cratère Cabius près du pôle Sud. En 2020, l'observatoire SOFIA a trouvé de l'eau moléculaire dans des régions ensoleillées, ce qui a violé tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont l'eau survit sans ombre. Des chercheurs chinois ont récemment identifié de minuscules billes de verre éparpillées sur la surface lunaire. Chacune agissant comme une éponge pour les particules d'hydrogène, retenant collectivement ce qui pourrait représenter des centaines de milliards de tonnes d'eau sur la Lune. L'image qui se forme lentement et contre des décennies d'orthodoxie est celle que notre Lune n'est pas une roche morte. C'est un corps planétaire avec une relation complexe et continue avec l'eau. De la glace enfermée dans une ombre permanente. De l'hydrogène tombant de la pluie solaire. Des billes de verre piégeant des molécules comme des réservoirs microscopiques. Un système que personne n'avait prévu en 1972. Et pourtant, le corpus de connaissances scientifiques qui aurait soi-disant cimenté notre compréhension était presque entièrement construit à partir de 6 sites d'atterrissage d'Apollo. Tous sur le côté proche, tous dans une bande équatoriale étroite. Imaginez atterrir un vaisseau spatial dans le désert du Sahara et supposer que la Terre entière est faite de sable. C'est fondamentalement ce que nous avons fait avec Apollo. Les images d'Artemis II sont importantes car elles représentent les premières données visuelles capturées par l'homme du côté lointain depuis cette époque. Et le côté lointain est là où notre modèle s'effondre le plus. Croûte plus épaisse, cratérisation intense, absence d'inondations volcaniques qui ont façonné le côté proche, tenant peut-être un matériel ancien qui n'a jamais été resurfacé. Les scientifiques analysent déjà les images transférées pour les caractéristiques géologiques que les données orbitales ont signalées, mais jamais complètement résolues. Il existe une seconde couche à cette intégrité sur le terrain qui inclut certaines des plus anciennes surfaces du système solaire interne. Le bassin d'Aitken au pôle Sud, par exemple, se trouve en partie sur le côté lointain et est la plus grande structure d'impact confirmée du système solaire, mesurant 2500 km de large et 8 km de profondeur. Une blessure qui s'est formée il y a environ 4 milliards d'années lorsque quelque chose a percuté la Lune et a presque percé toute la croûte. L'équipage d'Artemis II n'a pas atterri là, n'a pas prélevé d'échantillons, mais ils ont survolé un terrain adjacent et l'ont photographié dans des conditions qui affineront nos cartes de cette région. Car la prochaine mission qui s'y rendra sera humaine. Il y a autre chose sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter, car cela aurait presque pu ne pas se produire. Le 10 avril, lorsque Integrity est réentrée dans l'atmosphère terrestre à près de 40 000 km/h, la capsule transportait un bouclier thermique fabriqué à partir d'un matériau appelé AFCO, la même famille de matériaux utilisés sur Apollo. Après Artemis 1, le vol d'essai sans équipage en 2022, les ingénieurs ont découvert qu'AFCO avait réagi de manière inattendue. Des morceaux s'étaient détachés lors de la rentrée, s'érodant selon un schéma que les modèles n'avaient pas prévu. La NASA a passé 2 ans à enquêter, à effectuer des tests ArcJet et à débattre de la nécessité d'envoyer Artemis II avec le même bouclier thermique ou de retarder pour une refonte. Ils ont décidé de le faire voler avec un profil de rentrée modifié, plus raide et plus court pour limiter le temps de chauffage. La capsule est entrée dans l'atmosphère à grande vitesse, du plasma se formant autour de la coque, l'équipage subissant près de 4 grammes de décélération. Pendant 6 minutes, durant le pic de chaleur, Integrity a été en blackout de communication. Ensuite, les parachutes de déploiement ont été activés, suivis des principaux, puis l'amérissage dans le Pacifique au large de San Diego à 50h07, heure du Pacifique, le 10 avril 2026. Le bouclier thermique a fait exactement ce qu'il devait faire, même avec son défaut connu. Cela compte car chaque photographie, chaque point de données, chaque observation du survol n'est rentrée chez lui que parce que ce bouclier thermique a tenu. Artemis III utilisera une formulation modifiée d'AFCO. Mais le retour réussi d'Integrity a ouvert la voie à la présence lunaire durable qui suit. Artemis III est prévu pour 2027. Il ne touchera pas la surface lunaire. C'est un test d'opération intégré avec des atterrisseurs construits commercialement en orbite terrestre basse. Des démonstrations avec le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin. Artemis IV, actuellement prévu pour 2028, est celui qui est censé remettre des bottes sur le sol lunaire. Et l'endroit où il prévoit d'atterrir est près du pôle Sud. Le pôle Sud n'est pas un choix esthétique. C'est la région où des cratères en ombre permanente contiennent de la glace d'eau confirmée. C'est là que la croûte plus épaisse de la face cachée passe à la face visible. C'est là que la géologie est la plus étrange.
que les volatiles sont les plus denses et que le potentiel pour une présence humaine à long terme est le plus élevé. Chaque donnée qu'Artemis II a rapportée, chaque photographie de ces crêtes, terrasses et bords de cratères alimentent directement la conception de la mission pour ce qui suit. Et les États-Unis ne sont pas le seul pays avec des plans là-bas. le programme lunaire brut de la Chine vise 2030 pour son premier atterrissage d'astronautes. Le programme d'exploration lunaire chinois a déjà démontré des capacités qui, dans certains domaines, dépassent ce que la NASA a réalisé. Chang 4 a été le premier atterrissage doux sur la face cachée en 2019. Chang 5 a rapporté des échantillons de la face visible en 2020. Chang 6 a rapporté les premiers échantillons de la face cachée en 2024. La Station de recherche lunaire internationale, un projet conjoint entre la Chine et la Russie, devrait commencer à être construite au pôle sud lunaire au début des années 2030 dans la même région générale que celle que la NASA cible pour Artemis 4, ce qui signifie que la prochaine décennie ressemblera davantage aux années 60 qu'à tout ce qui a suivi. Deux superpuissances se battant pour établir une présence physique sur la Lune. Les deux visant le même terrain. Les deux conscientes que le premier pays à construire des infrastructures au pôle sud pourra établir les règles pour tous ceux qui viennent après. L'eau. La glace, une fois accessible, peut être séparée en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène est un carburant de fusée. L'oxygène est de l'air respirable. Quiconque contrôle l'eau lunaire contrôle l'économie de l'espace profond. Les photographies d'Artemis II sont une reconnaissance dans le sens le plus littéral du terme. Des cartes du champ de bataille avant que la bataille ne commence. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé? Avant Artemis II, notre compréhension de la face cachée était fondée uniquement sur des données robotiques. Précises, calibrées, scientifiquement précieuses, mais plates. Les instruments orbitaux voient d'en haut. Ils ne perçoivent pas comme un œil humain avec ombre, profondeur et contexte. Ils ne captent pas les éclats de météoroïdes en temps réel. Ils ne photographient pas une éclipse solaire totale depuis le seul point de vue existant, où la Lune et le Soleil s'alignent parfaitement pendant près d'une heure de totalité. Après Artemis II, nous avons 10 000 images prises par 4 personnes, les premiers yeux humains à regarder l'ensemble de la face cachée depuis 1972. Ces images, une fois entièrement traitées, sont comparées avec chaque ensemble de données orbitales que nous avons. Des divergences émergent. Des caractéristiques qui semblent d'une manière depuis le dessus apparaissent différentes lorsqu'elles sont éclairées par un soleil bas. Les motifs d'ombre révèlent les pentes et profondeurs du terrain que l'allimétrie orbitale a sous-estimées. Les variations de couleurs à travers d'anciens flux de lave, visibles à la perception humaine d'une manière que les machines ont du mal à reproduire, sont cataloguées pour la première fois. 2 petits cratères près du bord du bassin oriental ont été nommés durant la mission. L'un est désormais appelé Integrity en l'honneur de la capsule. L'autre porte le nom de Carol, en hommage à l'épouse décédée du commandant Reed Wiseman. Ces noms resteront sur les cartes lunaires pour le reste de l'histoire humaine. Un petit détail, mais qui capture quelque chose qu'Apollon n'a jamais eu. La continuité, un sentiment que le retour sur la Lune est maintenant personnel, pas seulement politique. L'épouse de Wiseman, Carol, est décédée en 2020. 5 ans plus tard, son mari a porté son nom sur la face cachée de la Lune et l'a placé sur un cratère qui survivra à chaque pays actuellement sur Terre. Long après que la NASA ait disparu, longtemps après que les États-Unis aient cessé d'exister, longtemps après que l'anglais ne soit plus une langue parlée, ce cratère sera toujours appelé Carol, un hommage d'un veuf inscrit dans un monde. L'équipage d'Artemis II a également pris l'une des photographies les plus extraordinaires de toute l'archive de la mission sur le chemin du retour. Regardant en arrière depuis l'espace profond, avec la Lune derrière eux et la Terre devant, ils ont capturé la Voie lactée. La structure spirale complète de notre galaxie dominée par 2 bras se déployant à partir d'une barre centrale d'étoiles visible dans une seule image. De l'intérieur du système solaire, on ne peut normalement pas voir la galaxie de cette manière. Trop d'éblouissement, trop d'atmosphère, trop de pollution lumineuse. Mais au-delà de la Lune, sans rien entre la caméra et le vide, notre galaxie est devenue visible telle qu'elle est réellement. Un disque plat de 200 milliards d'étoiles vues de profil avec la Terre, se trouvant à peu près à mi-parcours le long de l'un de ses bras spiraux. Pendant quelques minutes, 4 personnes ont regardé par une fenêtre et ont vu où nous vivons. Pas le quartier, L'adresse entière. Cela pourrait représenter le changement plus profond qu'Artemis II incarne. Apollon était une preuve que nous pouvions y arriver. La guerre froide, la course à l'espace, le drapeau planté comme une déclaration au monde. Une fois cela fait, nous avons cessé d'y aller. Pendant plus de 50 ans, la Lune était quelque chose que nous avions visité. Le passé, une réalisation achevée,
Une case cochée. Artemis est différente. L'objectif déclaré n'est pas de visiter, mais de rester. Une base lunaire près du pôle Sud, une présence humaine soutenue, un point de départ pour les missions vers Mars. Ces 10 000 photographies ne sont pas des trophées, ce sont des reconnaissances. Ce qui signifie que la question à laquelle les photos répondent vraiment n'est pas ce que nous avons vu. C'est où installer le premier avant-poste humain au-delà de la Terre et comment y survivre. Si vous vous teniez sur le bord d'un cratère constamment ombragé au pôle sud lunaire, portant un costume conçu pour survivre à des températures qui congèlent l'azote de l'air, vous regarderiez dans une obscurité plus profonde que n'importe quelle nuit sur Terre. Le soleil serait à un angle bas, effleurant à peine l'horizon. Votre ombre s'étirerait sur des kilomètres. Et quelque part dans cette obscurité, sous vos pieds, se trouverait de la glace d'eau qui n'a pas bougé depuis avant l'existence de la vie sur Terre. Les températures dans ces ombres tournent autour de 240 degrés C, plus froides que la surface de Pluton, plus froides que presque partout dans le système solaire interne. La glace là-bas est préservée dans un état si stable qu'elle pourrait contenir des signatures chimiques des débuts du système solaire, enfermées depuis 4 milliards d'années. Des fragments de comètes, des composés de carbone météoritique, des volatiles qui sont là depuis la formation des planètes. Si nous pouvons y accéder, l'étudier et finalement l'extraire, nous ne résolvons pas seulement un problème de ressources. Nous lisons une archive scellée des 100 millions d'années initiales du système solaire. Le pôle sud de la Lune est une capsule temporelle, et chaque image d'Artemis II nous aide à comprendre comment l'ouvrir sans détruire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là que se rendent les prochains humains. Et les images d'Artemis II font partie de la manière dont nous trouvons l'endroit le plus sûr pour les envoyer. C'est pourquoi la photographie a de l'importance. Pas parce qu'un seul cadre contient une révélation scientifique majeure. Pas parce qu'une image résout la dichotomie lunaire ou explique la croûte du côté éloigné, mais parce que l'ensemble de l'enregistrement visuel du côté éloigné capturé par les yeux humains pour la première fois en 2 générations vient juste de s'agrandir de milliers de cadres en haute résolution. Chacun d'eux est un point de données. Chacun d'eux alimente le modèle. Et le modèle qui émerge de tous ces éléments va sembler très différent de celui que nous avons enseigné dans les manuels scolaires depuis 50 ans. La Lune que nous pensions connaître était une fiction commode. Une roche grise, marquée et silencieuse. Utile surtout comme symbole de ce que les humains pouvaient faire quand nous décidions d'essayer. Cette fiction est en train de mourir. Ce qui la remplace est plus étrange, plus humide, plus géologiquement complexe et plus scientifiquement précieux que quiconque ayant regardé le dernier lancement d'Apollo en décembre 1972 n'aurait pu le prédire. Cela a commencé dans un sens très réel avec 4 personnes dans une capsule appelée « Intégrité », regardant à travers une fenêtre prenant 10 000 photographies d'un endroit que personne n'avait vu de ses propres yeux depuis une demi-siècle. La Lune n'a jamais été morte, nous avons juste arrêté de regarder. Et maintenant enfin, nous avons recommencé. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine fois.